De retour en direct de la Factory au Quai des Savoirs à Toulouse. Les événements climatiques extrêmes, on estime qu'il y en a à peu près eu 11 000 en 50 ans, ont compté 3 600 milliards de dollars à l'économie de la planète. Ce sont des chiffres qui émanent de l'Organisation météorologique mondiale, qui est une institution de l'ONU, qui vient d'ailleurs d'affirmer que le climat mondial entre maintenant en terrain inconnu et que la planète se transforme sous nos yeux. Face à cette urgence climatique, Étienne Gernel, le directeur du Point, va recevoir un PDG qui se place dans la perspective d'une économie écologique qui, selon lui, doit aussi être une économie de l'innovation. Je vous demande d'accueillir à nouveau Étienne Gernel. Bravo, merci Étienne. Ah ben il est là, bonjour Antoine Frérot. Est-ce que vous nous entendez, monsieur Frérot, PDG de Veolia? Il a un peu figé, Antoine, là. Qu'est-ce qui s'est passé? On a du mal à voir. Est-ce que la liaison fonctionne vraiment? Non. Alors, on a manifestement un tout petit problème de liaison avec Antoine Frérot, PDG de Veolia. La régie est sur l'affaire. On n'a pas de problème. On est un peu à mi-parcours de cette factory. On a déjà étudié un certain nombre de sujets. Je vois déjà la souris qui bouge sur le... Oui, bon, là pour l'instant on l'a pas. mais c'est vrai qu'on a entendu beaucoup de sujets autour de la jeune génération. Ça, c'était important de donner la parole aux jeunes, aux plus jeunes. Je ne sais pas, Étienne, si tu as entendu les jeunes de TSE Junior Études, déterminés à la fois à utiliser leurs outils en statistique, en économétrie, mais aussi pour transformer l'économie. Mais ils sont très différents de ma génération. Moi, j'ai 45 ans. À l'époque, quand je faisais mes études, ce qu'on pensait à réussir, entrer dans une grande boîte, faire les tas de choses, faire du journalisme pour certains. Mais il n'y avait pas cette préoccupation environnementale aussi violente. C'était déjà dans l'air du temps. Mais il n'y avait pas cette rage, il n'y avait pas ce côté-là. C'est très frappant de voir cette nouvelle génération qui est très exigeante de ce point de vue-là. On le voit au Point d'ailleurs, hein, les jeunes recrues du Point qu'on embauche, qui ont 24, 25 ans, ils nous demandent, c'est nous qui passons l'entretien d'embauche. Je vois, il y a Renaud Grand-Clément qui est le PDG du Point, qui est en face de moi et qui rit. Mais c'est vrai que c'est nous qui passons des entretiens d'une certaine manière. Ils nous demandent, alors vous recyclez le papier, comment ils sont assez directs d'ailleurs. On est dans un autre monde. Et là, je vois que... Ouais, pas facile de gérer la génération Y. Oui, alors j'ai jamais su exactement où placer le Y et le Z sur l'échelle des âges. Mais non, ils sont pas très durs. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'ils sont... Ah, Antoine, est-ce qu'il est là? Alors je vous... Antoine Frérot, nous entendez? Je vous vois, mais je vous entends pas encore. Ah ben ça y est, non. Ah ben il s'est de nouveau figé un petit peu, Antoine. Qu'est-ce qui se passe? Avant peut-être de retrouver Antoine Frérot, et Étienne, quelques mots sur la une du Point aujourd'hui, cette semaine. Alors on a fait un grand banc d'essai des candidats de la droite pour savoir ce qu'ils proposent, notamment sur l'économie, parce qu'on a beaucoup parlé de sécurité dans les derniers débats, et nous on s'intéressait à l'économie. On a aussi fait des choses vues d'Allemagne, on parlait d'international tout à l'heure, parce que c'est très important de savoir ce qu'en pensent nos voisins, sans lesquels on ne fait pas grand-chose. Et puis il y a le grand récit de ces dernières semaines, et on parle d'ailleurs, puisqu'on parle d'écologie, il y a un grand dossier dans les pages JD, sur les pages postillons, sur la décroissance. Pourquoi faire? Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Est-ce que c'est vraiment nécessaire ou pas? Et donc on a 8 pages de vrais débats d'idées sur la décroissance. On va au fond de l'affaire. Alors on refait peut-être un test. On essaie de se connecter avec
Antoine Frérot, le PDG de Veolia. J'ai l'impression d'être Léon Zitrone, qui était à la télévision, qui savait faire ça très bien. Il tenait pendant des heures. Bon, est-ce que vous m'entendez mieux, là? Alors, je le vois, Antoine, mais je l'entends toujours pas. Est-ce que j'ai le droit d'avoir un retour de son? Ça m'intéresse ce qu'il dit, Antoine. Bon, est-ce que vous m'entendez mieux, là? Non? Ah, ben voilà, ça y est. Bon, c'est bon? Ça va très bien. Bonjour, Antoine Frérot. Bonjour, Monsieur Gernel. Ah, les caprices de la communication. Et c'est un plaisir d'être là avec vous. Alors, vous le savez, bon, Antoine Frérot, le PDG de Veolia Suez, hein, De Veolia, Monsieur Gernel. On va dire Veolia tout court pour l'instant. Et vous savez, nous, au Point, on a cette habitude d'interroger des dirigeants d'entreprise, pas seulement pour leur entreprise d'ailleurs, mais aussi comme professeurs, comme universitaires, parce qu'ils voient et qu'ils connaissent. Et en l'occurrence, comme on parle d'environnement, l'environnement, c'est ce que vous faites dans la vie. C'est votre métier. Et c'est le métier de Veolia. Et j'ai envie, pour commencer, avant qu'on rentre dans les détails de ce que vous faites et de ce qui est nécessaire dans les années à venir, que vous me disiez en un mot quel est votre sentiment à l'issue de la COP26. Beaucoup de gens ont été déçus, d'autres disent « mais c'est pas si mal, il y a quand même 2-3 choses ». Vous, au fond, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense tout d'abord qu'il est important que ces événements-là existent. Et donc je suis plutôt de la deuxième catégorie parmi ces deux que vous venez d'évoquer. Alors bien évidemment, on peut regretter que ce ne soit pas allé plus loin, qu'il n'y ait pas eu plus de décisions. Mais d'abord, il y en a eu quelques-unes, hein, sur la biodiversité notamment, sur les forêts. Et il y a eu également quelques engagements sur les émissions de carbone. Et puis ces événements-là, dont on a parlé beaucoup pendant ces 2 semaines, permettent de remobiliser, je dirais, l'ensemble des acteurs, y compris des pouvoirs publics et des gouvernements. Et je pense que c'est une bonne chose que ces événements aient lieu, car même à petits pas, on progresse. Et bien évidemment, on pourrait progresser plus vite. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut monter un tout petit peu le son du retour? Ce serait formidable. Antoine Frérot, donc il reste beaucoup de choses. L'un des sujets qu'on avait abordé ici même, d'ailleurs, me semble-t-il, c'était il y a 2 ans, c'était la question du prix de la tonne de CO2, le prix du carbone. Est-ce qu'aujourd'hui, on est toujours dans une situation où ce prix est beaucoup trop bas? Alors, pour bien expliquer à quoi ça sert un prix du carbone, je voudrais bien expliquer l'enjeu de cela. Lorsqu'une activité économique s'exerce, elle pollue, parfois et souvent. Or, cette pollution, elle détériore la planète et à un moment ou à un autre, d'autres doivent y faire face et payer la dépollution. La meilleure chose à faire pour que ceux qui polluent dépolluent eux-mêmes, c'est d'imposer le principe du pollueur-payeur. C'est-à-dire d'internaliser ce coût qui est sinon externalisé et que d'autres doivent prendre en charge, ou maintenant ou plus tard. Et dans ce cas-là, ça sera nos enfants, les générations futures. Donc il est, à mon avis, crucial d'internaliser le coût de ces externalités. Dès lors que polluer coûtera plus cher que dépolluer, vous verrez très rapidement tous les acteurs économiques, mais également les acteurs individuels, s'aligner sur l'idée de ne pas polluer, ou en polluant, de dépolluer immédiatement. Et si vous ajoutez un pollueur-payeur, dépollueur aidé par ce que payent les pollueurs, vous allez 2 fois plus vite pour que dépolluer coûte moins cher que polluer. Il s'agit donc d'internaliser le coût de la pollution pour que le pollueur ait intérêt à dépolluer, car sinon ça lui coûte plus cher. Ça a été mis en place pour la pollution de l'eau comme pour d'autres types de pollution au cours des décennies précédentes. Et c'est la même chose, le coût du carbone, la redevance sur les émissions de carbone, car ces émissions, ce sont des polluants, et ceux qui les émettent, ce sont des pollueurs. Et donc, en leur faisant supporter un coût de leur pollution, progressivement, on les amène eux-mêmes à dépolluer, dès lors que dépolluer leur coûte moins cher.
Alors aujourd'hui, le coût du carbone, il a beaucoup évolué. Et il a beaucoup même augmenté par rapport à la période auquel vous faites allusion, il y a quelques années maintenant. Il permet donc de rendre plus compétitives des solutions dépolluantes. Par exemple, si le coût du carbone était appliqué à ceux qui produisent du plastique, par exemple aujourd'hui, ou qui l'utilisent, eh bien le coût du carbone aujourd'hui à autour de 40 € la tonne de CO2 ferait en sorte que l'utiliser du plastique recyclé, ça coûtera moins cher, ça coûterait moins cher que d'utiliser du plastique vierge, par exemple. Et donc, un certain nombre d'activités, si effectivement elles étaient soumises au coût actuel du carbone, je rappelle que le coût actuel du carbone, seul un certain nombre d'activités, pas très nombreuses, y sont assujetties, et notamment les activités d'énergie, mais pas toutes les autres. Si toutes les autres y étaient assujetties, eh bien, beaucoup de pollution déjà disparaîtrait rapidement. Alors, pour certaines activités, ça ne serait peut-être pas suffisant, mais pour beaucoup d'entre elles, ça serait déjà suffisant pour les rendre compétitives par rapport à l'activité actuelle. L'une des grandes questions qui se pose toujours sur l'environnement, c'est quelle doit être la part du rôle du marché, du prix du carbone, qui modifie les comportements des acteurs économiques, et la part de la réglementation ou du comportement individuel. Alors vous, je ne sais pas où ça se place, vous dites, quand je mange un litchi de Madagascar, je m'inquiète, je m'interroge. Pourquoi? Pour des raisons de santé, pour des raisons de... Est-ce que finalement le litchi de Madagascar, il ne deviendra pas beaucoup, beaucoup plus cher? Est-ce que c'est pas comme ça que ça va marcher, ou est-ce que vous avez raison de vous inquiéter aujourd'hui de votre litchi? Je ne sais pas où vous avez trouvé ça, je ne me rappelle pas avoir parlé de litchi, mais, Si. mais peu importe. Pour revenir à votre question entre système de prix, système de redevance et réglementation, je pense qu'il faut les deux. Il y a des activités qu'on ne peut pas réguler autrement que par une réglementation et parfois une interdiction. Il y a des activités que vous pouvez inciter au développement. Par exemple, si les pouvoirs publics imposaient que dans la fabrication d'un certain nombre de produits, un pourcentage minimal de produits recyclés était incorporé, ça accélérait très certainement le recyclage. Et puis, pour la pollution, un bon système, c'est effectivement d'imaginer et de mettre en place un prix pour la pollution. Et puis, pour des pollutions toxiques, la seule solution, c'est carrément les interdire. Donc, il faut un mixte de tout, à savoir une réglementation, des interdictions, un système de prix, des incitations. Alors, l'une des questions qui se pose aussi, puisque vous êtes impliqué, vous, dans ces sujets de recyclage, vous appelez ça des boucles de matière, c'est ça? Oui. Comment est-ce qu'on recycle les choses? Alors, j'ai entendu parler d'histoires d'insectes, notamment. Mais est-ce que là, il n'y a pas une question aussi de marché très compliqué à gérer? Parce que quand on commence à vendre des produits recyclés, il faut avoir de la matière à recycler. C'est ce qui se passe par exemple dans le marché du papier. On est bien placé au point pour connaître le sujet en ce moment parce que les prix du papier montent. Est-ce que ce n'est pas une des complications? Souvent, on se dit, bah, tiens, on va faire du recyclé, mais ça peut générer aussi une forte inflation, poussée sur des marchés. Quand il faut des matières à recycler en réalité. Vous savez, on en a beaucoup de matières recyclées, hein, parce que toute matière qu'on utilise, on peut lui donner une deuxième vie, à condition de la collecter, de la trier et de la transformer. Alors vous avez raison, pour que des utilisateurs utilisent des matières recyclées, il faut, comme le font ceux qui leur produisent des matières vierges, il faut leur assurer un certain nombre de choses. D'abord une garantie d'approvisionnement, parce qu'ils ne peuvent pas arrêter leur machine, parce qu'ils n'ont plus de matières premières. Il leur faut également une traçabilité de cette matière première. Il leur faut une conviction que le prix ne va pas s'enflammer un beau jour. Bref, il leur faut donner un certain nombre de confort pour les utiliser. Et c'est pour ça que ça se fait progressivement. Il y a 30 ans, quand on a commencé à utiliser systématiquement du papier recyclé, ça ne s'est pas fait tout seul. Et les papetiers ont hésité à changer leur machine pour les utiliser. Aujourd'hui, parce que l'approvisionnement en quantité a été garanti, parce que la traçabilité est assurée, parce que maintenant les prix de ces papiers recyclés sont à peu près stabilisés, on a pu généraliser largement cette réutilisation d'anciens papiers.
C'est pareil pour le plastique. Aujourd'hui, on sait recycler 80% des résidus plastiques qu'on utilise dans le monde. On en recycle que 10%. D'abord parce qu'on les collecte encore insuffisamment bien, mais surtout parce que les utilisateurs hésitent encore à les réutiliser de peur de ne pas avoir cette garantie d'approvisionnement, cette garantie de traçabilité. Et sur le prix, ils sont un peu plus rassurés parce qu'ils savent qu'en revanche, le plastique vierge, lui, il va cesser de monter. D'abord parce que le prix des énergies fossiles grimpe beaucoup en ce moment, mais surtout parce qu'un jour, il supportera la fameuse taxe carbone et que dans ce cas-là, ça vaudra le coup d'utiliser du plastique recyclé. Donc c'est progressif et ça va venir petit à petit. Ça peut être accéléré grâce aux incitations. Et si par exemple l'Union européenne disait que désormais pour les bouteilles en plastique, au moins 20% des matières premières seront du plastique recyclé et pas du plastique vierge, on accélérait certainement le processus. Dans le recyclage, parce que c'est un sujet qui est absolument passionnant et qui est sans fin d'ailleurs, c'est le principe même des circuits fermés, il y a la question des batteries électriques, puisqu'on voit un développement très fort de l'automobile, des automobiles électriques ou hybrides, mais beaucoup électriques pures. Alors évidemment, il y a beaucoup de questions qui se posent en amont sur la production de l'électricité. Et si c'est fait à partir de charbon, c'est sûr que c'est pas tellement écolo. Mais il y a aussi la question des batteries qui nous est souvent soulevée. Et on nous dit, ah mais oui, mais vous nous dites des voitures électriques, est-ce que c'est pas plus polluant finalement à cause des batteries? Est-ce qu'on sait faire? Est-ce qu'on sait le faire en circuit fermé? Et est-ce qu'on le sait faire est-ce que c'est pris en compte d'ailleurs dans le coût de l'achat d'une voiture électrique? Alors, les batteries posent deux problèmes. D'abord, effectivement, en fin de vie, lorsqu'on les jette ou qu'elles ne fonctionnent plus, c'est un déchet très polluant, un déchet dangereux. Et vous savez, il est interdit, par exemple en France, de balancer sa batterie dans la nature. Il faut la confier à un professionnel pour la détruire. Donc c'est polluant. Mais la deuxième chose, c'est que ça utilise une batterie des matières premières qui sont rares et qui sont chères pour une partie d'entre elles. Et notamment le fameux lithium, ou bien du cobalt, ou bien du zinc. Et ces matières-là, elles ne sont extraites du sol que dans quelques pays du monde, créant d'ailleurs possiblement des problèmes géopolitiques. D'où l'intérêt de les recycler. Aujourd'hui, on sait à peu près recycler la totalité d'une batterie, et notamment le lithium et le cobalt. La difficulté, c'est que c'est encore trop cher et il nous faut donc industrialiser les processus. C'est pour ça que Veolia, qui a construit la première usine de recyclage des batteries de véhicules électriques en Moselle, s'est associé récemment à Solvay et à Renault pour industrialiser et diminuer le coût de recyclage de l'ensemble des batteries et notamment pour récupérer ces métaux rares et chers. Aujourd'hui, il y a encore très peu de batteries en fin de vie, comme vous le savez. On en attend en revanche un grand nombre d'ici quelques années. En 2030, en Europe, il y aura 1 million de batteries qui viendront en fin de vie chaque année. Et là, il y a un enjeu fondamental pour recycler d'abord les métaux classiques et les plastiques, parce qu'il y a beaucoup de ces genres de matériaux dans les coques de batterie, mais également les électrolytes et les fameux métaux rares que je viens de citer. Et ça sera sans doute une des conditions pour implanter des usines de fabrication de batteries neuves, de les implanter près des usines qui sauront les recycler, afin de pouvoir fournir à ces usines fabriquant des batteries neuves une matière première locale et vraisemblablement beaucoup moins chère que si elle était extraite des sous-sols des pays qui produisent ces matériaux. Et ça, par exemple, cet objet, ça marche aussi le recyclage? L'iPhone, le téléphone? Ça marche aussi, ça commence à marcher. Il y a une grosse usine de recyclage des déchets électriques et électroniques à Angers, par exemple. Alors on y recycle tout d'abord le plastique, le verre, ou bien les métaux classiques. On commence à travailler sur le recyclage des cartes électroniques, mais ça c'est beaucoup plus compliqué. En revanche, quelque chose de presque aussi compliqué, les panneaux solaires. Il se trouve qu'il y a beaucoup de panneaux solaires qui commencent à arriver en fin de vie maintenant. Et là aussi, à Pousset, en Provence, on a construit la première usine au monde qui recycle des panneaux photovoltaïques et qui le recycle à
à peu près à hauteur de 97% de leur contenu. Donc nous progressons relativement rapidement, mais le cœur du cœur de votre téléphone mobile, celui-là, il n'est pas encore recyclé. Pendant très longtemps, on a opposé l'économie, les affaires et l'écologie ou l'environnement d'autre part. Aujourd'hui, alors vous êtes sur plusieurs secteurs hein, qui sont liés à l'environnement, dans l'eau, dans le recyclage, dans les déchets. Vous êtes sur plusieurs secteurs, mais d'après vous, c'est une activité qui est amenée à se développer. À quel niveau dans le monde? Vous pensez que dans les 10-15 années, je pense à ça, ou notamment pour les jeunes qui nous regardent et qui s'intéressent à leur carrière, aujourd'hui, investir, faire des études sur ce sujet-là, c'est une bonne idée? Vous comprenez bien que ce sont des métiers porteurs. Hein. D'abord, les problèmes de pollution deviennent de plus en plus insupportables. Et une entreprise aujourd'hui qui travaille en polluant et qui donc dégrade la planète, elle ne pourra plus le faire très longtemps. Et elle sera donc obligée de trouver des moyens de travailler proprement. Ça, c'est pour la pollution, mais également la raréfaction des matières premières. Et à force d'extraire dans le sol plus que ce que la planète peut régénérer chaque année, on va toucher des limites et on va aussi considérablement endommager notre planète, et notamment sa biodiversité. Donc là non plus, ça ne sera plus acceptable. Donc les activités économiques n'ont pas le choix. Où elles respectent la planète et la nature, où elles devront un jour ou l'autre, et peut-être plus rapidement qu'on l'imagine, s'arrêter. Donc il y a compatibilité entre croissance économique et transformation écologique, et j'y reviendrai. Mais ceci explique qu'avec les réglementations qui s'accroissent, avec les préoccupations des consommateurs pour l'environnement et le respect de la planète, c'est un métier porteur, avec énormément d'innovation. On a évoqué le recyclage des batteries de véhicules électriques, on aurait pu parler de la réutilisation des eaux usées également, parce que l'eau est très souvent trop précieuse pour n'être utilisée qu'une fois. Et puis dans cette pollution des eaux usées, pour les purifier, on obtient des déchets qu'on appelle des boues d'épuration. Ces boues d'épuration, on peut aussi les valoriser, on peut en faire des engrais organiques qui remplacent les engrais minéraux sont très émetteurs de gaz à effet de serre. Et puis un jour, on transformera ces déchets organiques, non pas seulement en engrais minéraux, mais également en protéines pour nourrir le bétail et permettant ainsi de réserver les céréales produites par l'agriculture à l'alimentation des humains. Bref, ce sont des métiers en très fort développement et avec beaucoup d'innovation. Et donc oui, c'est sûr que de s'y mettre aujourd'hui, ça ouvrira de nombreuses portes. Alors, mais je reviens 2 minutes sur cette affaire de compatibilité entre développement économique et transformation écologique. Bien évidemment, les deux sont compatibles. Et d'abord pour une raison simple. Le développement économique, c'est quoi? C'est du travail, tout d'abord. C'est d'accroître le travail. Il se trouve que la transformation écologique, c'est aussi du travail. Et que donc les deux sont compatibles. Et dans le développement économique, il faut compter le travail de transformation écologique. Et c'est plutôt la dégradation de l'environnement qui limitera la croissance économique et pas l'inverse. Et donc, pour garantir une possibilité de croissance économique, il faut dépolluer et il faut économiser les matières premières qu'on utilise. Parce que si on ne le fait pas, ça sera le principal frein au développement économique. Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais jeune, il y a une quarantaine d'années, j'ai participé aux premières campagnes de mesure du nombre de types de poissons qu'il y avait dans la Seine en été à Paris, lorsque la Seine est basse. Et à cette époque, on dépolluait très peu les eaux usées industrielles ou domestiques. Eh bien, il n'y avait plus que 3 sortes de poissons en 1977 dans la Seine à Paris. Depuis cette époque, chaque année, on fait ce genre d'études et de mesures. Et l'an dernier, il y avait 41 sortes de poissons dans la mer, dans la Seine, pardon, parce qu'on avait énormément dépollué. Et en 40 ans, on a toujours utilisé l'eau. Et le fait d'imposer de dépolluer les eaux usées industrielles ou domestiques n'a absolument pas bridé le développement économique. Et si on ne l'avait pas fait, en revanche, cette pollution aurait très certainement endommagé le développement économique.
Donc c'est pas le développement économique et la transformation écologique qui sont antinomiques. Ça serait le contraire qu'il serait. De ne pas s'occuper de la planète et de la nature bridera le développement économique. Et je peux vous dire que, par exemple, en Chine, où le développement économique a été très très rapide au cours des dernières décennies, c'est aujourd'hui très certainement le principal facteur limitant la poursuite du développement économique, cette pollution. Et c'est pourquoi les autorités chinoises se mettent tant sur ces métiers et des activités de dépollution. L'écologie, c'est la raison. Merci beaucoup Antoine Frérot, merci mille fois d'avoir participé à Futurapolis Planète à la Factory et à très bientôt, on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Merci beaucoup et encore mille excuses pour cette connexion difficile. Merci, merci Antoine Frérot, merci Étienne Gernel. Tout de suite, l'interview de Katayoun Panahi, elle est directrice de SNCF Immobilier, membre du COMEX du groupe SNCF, sur les projets de transformation de la ville. Et peut-être vous ne savez pas que la SNCF est en fait le deuxième propriétaire foncier après l'État, ce qui lui confère une certaine responsabilité sur l'organisation de la ville. Le changement climatique a ses conséquences sociales et humaines, mais aussi les nouvelles aspirations nées de la crise Covid conduisent à voir la ville différemment. Peut-on vivre dans une ville à la fois moins dense et plus verte, tout en augmentant l'offre de logements? Quels sont les freins législatifs et aussi réglementaires à la transformation écologique des secteurs de l'immobilier et du foncier? D'autres questions vont se poser également dans un instant. Comment aménager une ville à la fois sobre, solidaire, si possible, inclusive, bien évidemment, et aussi résiliente, qui s'adapte. Vous voyez, les attentes sont extrêmement fortes et c'est vrai, nous voulons beaucoup. Nous allons entendre Katayoun Panahi dans un instant, directrice de SNCF Immobilier, membre du COMEX du groupe SNCF, sur tous les sujets de transformation de la ville. Oui, c'est vrai, nous voulons tout et parfois c'est vrai aussi tout et son contraire. Bonjour Katayoun Panahi, merci de nous rejoindre. Vous m'entendez ? Bonjour, oui, je vous entends très bien. Merci à vous de me donner l'occasion d'être à Toulouse sans même avoir à prendre le train, ce qui est un comble pour la SNCF. C'est vrai, franchement, vous auriez pu. Hein. Moi, je sais que vous aviez un agenda très, très chargé, on en avait parlé. Alors, je l'ai dit, je ne sais pas si vous avez entendu il y a un instant, j'ai précisé que le SNCF était le deuxième propriétaire foncier après l'État. Quelle est la vision aujourd'hui du monde qui guide la stratégie de SNCF Immobilier? Peut-être vous pouvez quand même présenter l'activité du groupe que vous dirigez. Oui, alors la SNCF, comme vous le savez, a toujours accompagné la société française dans ses transformations avec l'avènement du chemin de fer et l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, on continue évidemment à œuvrer à la fabrique urbaine en transformant d'anciennes friches ferroviaires en nouveaux quartiers agréables à vivre. Et avec les enjeux liés à la transition écologique et les nouvelles aspirations de la société, que la crise sanitaire d'ailleurs a considérablement renforcé, notre vision urbaine aujourd'hui s'oriente autour d'une ville qui est plus sobre et durable, plus résiliente, vous l'avez dit, et plus solidaire et inclusive. On est pleinement conscient évidemment de notre responsabilité sociale et environnementale et nous essayons de répondre aux aspirations légitimes de la population à disposer à la fois de logements à prix abordable, mais aussi d'espaces verts et d'une ville qui soit agréable à vivre, parce que nous sommes convaincus qu'il convient de ne pas opposer, mais bien au contraire de concilier écologie et sociale. Je
pas tout à fait sûre qu'on ait bien compris quel était finalement votre rôle. Bon, on a dit propriétaire foncier. D'accord. Alors, une fois qu'on a dit ça, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous aménagez des zones urbaines? Tout à fait, c'est ce que j'ai dit. Notre rôle consiste à transformer d'anciennes friches ferroviaires qui ne sont plus nécessaires aujourd'hui aux activités ferroviaires. On avait pris nos aises, on va dire, par le passé, on s'étendait sur des parcelles qui étaient assez confortables. Et à l'heure où on parle de sobriété foncière, il nous semble préférable d'optimiser notre occupation de ces espaces, d'autant que notre foncier est souvent situé en centre-ville, bien placé, et qu'on pourrait trouver un meilleur usage pour les espaces que l'on libère. Et donc, on est amené à optimiser notre occupation de ce foncier, libérer une grande partie de la parcelle qui n'est plus nécessaire aux activités ferroviaires et transformer cette parcelle en un quartier qui soit agréable à vivre avec toutes les aménités, des logements, des bureaux, des commerces de proximité, des services innovants, de la logistique urbaine, de l'agriculture urbaine, des équipements publics, voilà, tout ce qui fait que la ville peut être agréable à vivre. Et il y a ce qu'on appelle aussi l'urbanisme transitoire, donc un certain nombre de quartiers, peut-être vous avez en tête un certain nombre de lieux assez emblématiques, par exemple Grande Contrôle à Paris, ça c'est l'urbanisme transitoire, c'est-à-dire vous en faites quelque chose pendant un temps donné. Tout à fait. Alors, l'urbanisme transitoire a vocation à donner transitoirement, il porte bien son nom, une nouvelle vie aux emprises ferroviaires non utilisées, comme des terrains inoccupés ou des bâtiments vides, puisque entre le moment où on travaille à la programmation ultime d'un terrain et le premier coup de pioche, il peut se passer un temps certain, parfois, et donc on utilise ce temps-là pour créer de nouveaux lieux de partage et de vie dans l'attente de la reconversion future de ces bâtiments et de ces parcelles. Et ces projets éphémères ou transitoires portent en commun justement une dimension expérimentale, une dimension aussi partenariale et sociale. Ils ont une forte dimension inclusive en général, dans un souci de dialogue avec à la fois les riverains et les territoires. Et c'est en ce sens qu'ils permettent aussi de participer à la création d'une ville qui soit plus inclusive et solidaire. Grand Contrôle, typiquement, à la gare de Lyon, c'est un espace où il y a à la fois des food trucks, des brasseries, où les gens peuvent se réunir pour boire un verre et manger, mais il y a aussi des associations culturelles, sportives, des cours de yoga, des cours de langue destinés aux migrants. Il y a un centre de conférence, plateau télé pour permettre des débats. Donc voilà, c'est vraiment devenu un vrai lieu de vie en attendant l'utilisation ultérieure de ce site. Il y a des lieux non seulement à Paris, un peu partout en France. Alors c'est vrai qu'on pense par exemple à la Cité Fertile à Pantin, mais il y en a d'autres. Tout à fait. On développe des projets d'urbanisme transitoire partout. On en a inauguré un à Lyon il n'y a pas très longtemps. On va en inaugurer un autre à Rouen prochainement. On en a un peu partout. Dans des petites villes aussi ? Dans des petites villes aussi ou seulement dans les métropoles? Oui, bien sûr. Alors oui, bien sûr. Nos projets ne concernent évidemment pas que les grandes métropoles. Le foncier ferroviaire, vous l'avez dit, s'étend sur l'ensemble du territoire et on a des opérations d'urbanisme transitoire aussi dans des petites villes avec des tailles plus modestes. On est en train, par exemple, de travailler à Lunel, dans l'ancienne gare, donc à côté de Montpellier, dans l'ancienne gare désaffectée. On a installé une permanence architecturale parce que finalement, on ne sait pas exactement quelle pourrait être la programmation ultérieure de ce site, qu'est-ce qui pourrait être le plus compatible et en adéquation avec l'écosystème local. Et non seulement on travaille avec l'ensemble des parties prenantes, les acteurs de la fabrique urbaine, les architectes, les urbanistes, les constructeurs, les promoteurs, les élus, les collectivités, mais on a à cœur de pouvoir associer aussi la population, la société civile, les futurs habitants de ces quartiers. Et donc à Lunel, on a installé une permanence architecturale qui teste plusieurs programmations possibles, des commerces, de la restauration, et qui recueille l'avis de la population sur ces programmations. Et c'est du test and try. Donc voilà, on essaye aussi de co-construire avec les riverains et la population la ville qui viendra se recoudre sur le tissu urbain existant à cet endroit-là.
Un instant, peut-être revenons sur la transformation écologique nécessaire aussi au bâtiment, puisqu'on sait aussi que de ce côté-là, il y a un grand chemin à faire. Quel est votre pouvoir de modification du contexte réglementaire et législatif? Parce qu'évidemment, il ne suffit pas d'avoir envie d'aller vers la transition, il faut encore en avoir la possibilité réelle. Et c'est un frein, c'est un frein parfois. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on a un atout considérable. Notre foncier dispose d'un atout considérable pour pouvoir œuvrer à la construction d'une ville qui soit plus sobre, plus durable. C'est qu'il est déjà, le foncier ferroviaire, il est déjà imperméabilisé, il est déjà artificialisé, voire même il est déjà assez largement pollué. Et donc, lorsqu'on transforme ces anciennes friches ferroviaires pour en faire de nouveaux quartiers, on est amené non seulement à y réaliser des constructions, mais aussi on en profite évidemment pour faire de la renaturation en ville, comme on dit, faire des espaces végétalisés en pleine terre, et donc à recréer des espaces perméables là où les sols étaient imperméabilisés, et donc d'éviter d'artificialiser des sols qui ne le sont pas déjà. Donc ça permet non seulement d'aller dans le sens de la sobriété foncière, mais ça permet aussi de favoriser la biodiversité à travers ces projets de renaturation en ville. Ça, c'est vraiment très, très important. Simplement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a le sentiment parfois d'être confronté à une forme d'injonction contradictoire entre, d'une part, les aspirations de la population à pouvoir disposer justement d'un cadre de vie agréable et végétalisé. Et cette aspiration, elle a été considérablement renforcée par la crise sanitaire inédite que l'on vient de vivre. Et d'autre part, les aspirations aussi, la demande de la population à pouvoir bénéficier d'un logement à prix abordable, sachant que l'offre de logement reste très soutenue, notamment dans les grandes métropoles, dans les zones tendues. Et on a le sentiment parfois que ces deux objectifs peuvent paraître contradictoires, parce que sur un même terrain, il faut parfois choisir, soit on fait des logements, soit on fait des espaces verts. Eh bien nous, on considère et on essaye de faire la démonstration sur chacune de nos parcelles qu'on peut faire les deux à la fois, qu'il n'est pas utile d'opposer écologie et sociale, qu'on peut essayer de faire les deux, sauf qu'aujourd'hui, on a dans la construction de ces projets, on essaye de le faire projet par projet, du sur-mesure, pour essayer de concilier justement ces deux objectifs qui peuvent paraître contradictoires en apparence. On arrive à les concilier parce qu'on va demander à chacun de faire un effort, on va rogner sur les marges du constructeur, de l'aménageur, du promoteur, la collectivité va faire aussi un petit effort, chacun va y mettre du sien, mais ça va prendre du temps, ça rallonge les délais et ça coûte le temps, parce qu'il faut pendant ce temps-là faire le portage foncier. Et aujourd'hui, on a justement des freins du fait du corpus législatif et réglementaire. On arrive à travailler intelligemment avec l'ensemble des acteurs, mais on pourrait largement accélérer ces possibilités si la réglementation, la législation venait à évoluer. La crise Covid a montré qu'on avait à la fois besoin d'espace en ville, et puis la transition veut qu'on ait un habitat plus dense. Ça aussi, c'est une difficulté à résoudre. Tout à fait. En fait, les freins du corpus législatif et réglementaire actuel résultent essentiellement du changement de contexte. La législation actuelle, elle est essentiellement basée sur le paradigme de la reconstruction d'après-guerre. C'était une période où on voulait reconstruire le pays, on était plutôt dans la logique de la société de consommation, les 30 glorieuses. Aujourd'hui, on voit bien qu'on est vraiment passé à une autre logique, sauf qu'on n'a pas changé la législation et la réglementation pour passer à ce nouveau paradigme. Je prends juste deux exemples et qui expliquent les freins auxquels on est confronté aujourd'hui. D'une part, la question de la valeur du foncier. Si on veut justement inciter les propriétaires à libérer leur foncier pour faire aussi des espaces verts, il faudrait pouvoir intégrer dans la valeur du foncier la création de valeur environnementale. Alors aujourd'hui, la valeur du foncier repose essentiellement sur sa constructibilité, sur sa valeur économique. Plus on peut y faire des logements, des bureaux, des centres commerciaux, plus votre terrain vaut cher. En revanche, si vous y faites des espaces verts, il n'a presque plus de valeur.
alors que des espaces verts, ça permet de créer de la valeur, notamment d'ailleurs pour tous les riverains qui sont situés autour et qui vont capter cette valeur environnementale. Aujourd'hui, donc, la réglementation ne permet pas d'intégrer cette création de valeur environnementale. En la faisant évoluer, et il peut y avoir des pistes de solutions qui existent, on pourrait permettre d'intégrer cette création de valeur environnementale. Deuxième exemple, pour montrer que notre législation n'est plus en adéquation non plus par rapport aux nouveaux enjeux de transition écologique, la loi sur la maîtrise d'ouvrage public de 1985, qui régit les rémunérations des maîtres d'œuvre et des architectes, est basée sur le montant des travaux. Donc la rémunération, plus qu'un architecte vous propose des travaux pharaoniques, et plus il sera rémunéré. Alors ça, c'était sans doute très incitatif dans une période où il s'agissait de reconstruire le pays. Aujourd'hui, on vise plutôt sobriété, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, mon idée, évidemment, ma proposition, c'est pas de moins rémunérer les architectes ou les maîtres d'œuvre. Au contraire, je pense que si on veut leur permettre de faire preuve de créativité et d'innovation, il faut bien les rémunérer. Mais simplement, il faudrait pouvoir transformer les critères. Et plutôt que de les baser sur le montant des travaux, il faudrait sans doute baser la rémunération des maîtres d'œuvre sur des critères de performance énergétique des bâtiments, des critères environnementaux. Et on voit bien donc la loi n'est plus adaptée pour pouvoir construire cette ville durable, résiliente, solidaire et inclusive que j'évoquais tout à l'heure. Merci Katayoun Panay, merci d'avoir été avec nous à distance, mais avec nous, merci beaucoup. Un instant de pause et le retour du direct dans quelques minutes.